débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin, c'est avec Béatrice Guerrara. Bonjour, bienvenue, cofondatrice de Kokoroé, cette entreprise de formation sur les compétences de demain. Marc Fiorentino, voilà, c'est une personnalité très connue ici. Pauline Tadevin également, et bien le chiffre aussi. Qu'on ne me présente plus. Non. À la fin, personne ne sait Que Béatrice. On va présenter que Béatrice. On va parler des cadres. Les cadres qui en ont ras-le-bol. Ils ne sont pas satisfaits de leur travail. Pour 20% d'entre eux, ils ont même quitté leur job. Béatrice, en un mot, ça vous étonne ou pas ce chiffre? En fait, c'est normal. Absolument pas. Alors, en fait, les chiffres sont très forts. On voit aujourd'hui qu'il y a seulement 4 managers sur 10 qui sont formés en France. Et on part vraiment du postulat que manager, c'est quelque chose qui est complètement inné. Alors qu'en réalité, c'est une compétence. Et il y a aussi un peu des enfants gâtés parmi les cadres. Mais si, ils sont tellement sollicités. Il n'y a plus de chômage chez les cadres. Je suis pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de Gen Z qui aujourd'hui sont en attente de C'est bien que vous ne soyez pas d'accord avec nous parce que c'est l'idée du débrief. Le débrief ce matin avec Béatrice Guerrara, cofondatrice de Kokoroé, qui forme notamment les managers. On va en parler aux compétences de demain. Et bien le Chypre, Marc Fiorentino et Pauline Tadevin. On va commencer par parler des cadres justement. Mais les cadres qui en ont ras-le-bol de leur boulot, c'est 20% d'entre eux cette année, 6 points de plus que l'an dernier. Le tout premier motif d'insatisfaction, eh bien, c'est pas la rémunération, c'est le management. Béatrice Guerrara, est-ce que les cadres qui ont envie de partir, c'est parce que ce sont de nouveaux enfants gâtés ou est-ce que c'est qu'ils ont de mauvais managers? Je pense qu'il y a un vrai sujet de compétence. On pense souvent que le management, c'est quelque chose qui s'improvise, alors qu'en réalité, ça s'apprend. Je le disais tout à l'heure, il y a 4 managers sur 10 qui sont seulement formés en France. Et ce que ça révèle, c'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau modèle de leadership qui est en train d'émerger. On parle finalement de quête de sens, on parle de besoin de leadership, de collaboration, et ce sont des choses qui s'enseignent. En fait, le coût économique, il est très cher sur ce genre de sujet. Ça se traduit directement par du turnover, par de l'absentéisme. Je rappelle les chiffres, c'est plus de 100 milliards que ça coûte en France. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que le meilleur investissement aujourd'hui qu'un dirigeant puisse faire, c'est dans la formation de ses managers. Emmanuel, vous voulez partir? Vous êtes insatisfait? Non, mais moi, c'est le moment de le dire. Les cadres. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, je suis, chère madame, au nirvana du salariat, puisque je suis bien payé, je n'ai pas beaucoup de chefs, et surtout, je ne suis chef de personne. Et ça, c'est l'impression d'être aux Bahamas en étant salarié. C'est la grande démission. Bien évidemment. Personne ne veut être chef, en fait, Béatrice. Bien évidemment qu'il faut pas être chef, mais de toute façon, c'est pas nouveau. Marc. Emmanuel, il faut aller dans les entreprises. Mais t'as jamais mis les pieds dans une usine, arrête. Marc, vous avez dirigé des gens, Marc. Évidemment. Et puis, non, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs qui sont très intéressants. Et d'ailleurs, dans les deux facteurs, il y a une bonne nouvelle pour les cadres. La bonne nouvelle, je commence tout de suite par ça, c'est qu'ils auront plus de job. Parce que globalement, avec l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est en train de se produire, parce que je pense qu'on minimise la révolution industrielle qu'on est en train de vivre. C'est un tsunami, c'est un tremblement de terre. C'est inimaginable. Donc, je pense que de toute façon, ils le ressentent aussi. Donc, il y a une angoisse de l'avenir. Et puis, il y a un choc générationnel. Je pense qu'il y a un choc générationnel. C'est-à-dire qu'on doit gérer aujourd'hui des générations qui ont des codes qui sont totalement différents. Alors, je parle même pas de ceux d'Emmanuel Le Chypre qui sont préhistoriques, mais Non, mais vous avez fait une école de management. Est-ce que tout ce que vous avez appris est acheté? Oui, tout est acheté parce qu'aujourd'hui, on est confronté à une génération qui a des codes qui sont totalement différents des nôtres. Alors, on peut s'adapter, on peut essayer de s'adapter, mais c'est extrêmement... Mais de quel code vous parlez? Code de rapport au travail. D'abord, équilibre, travail, vie privée, rapport à la raison d'être de l'entreprise, rapport aux bénéfices même, rapport à la croissance, rapport à la consommation. On est dans des problématiques qui sont des problématiques qui vont bien au-delà de « Allez les gars, il faut se motiver, on doit faire 10% de chiffre d'affaires en plus ». Béatrice Guerrara, comment on fait justement pour donner envie à des cadres de manager d'autres cadres ou d'autres salariés et c'est quoi le message qu'ils doivent envoyer pour donner envie aux gens d'aller dans les entreprises, de ne pas faire de 3 jours de télétravail par semaine? Le rapport de force a complètement changé. Aujourd'hui, c'est aux dirigeants et aux entreprises de devoir séduire et de devoir garder et fidéliser dans la durée. Et ça passe par des engagements concrets, celui de miser sur les compétences et de développer leurs collaborateurs. Deuxième chose, ça passe aussi par du sens. On disait tout à l'heure, et Marc le soulignait, on est aujourd'hui dans une société où les entreprises sont observées pour leurs engagements. Donc ça passe par travailler sa raison d'être, mais aussi avoir des vraies actions concrètes, inclusives, parce que les entreprises sont aussi observées et que les collaborateurs aujourd'hui veulent être authentiquement eux-mêmes au travail. S'ils ne sont pas épanouis, ils partiront. Donc on peut encore s'épanouir comme au travail si toutes ces valeurs... Il y a de l'espoir. Ouais. Le rapport a changé pour l'instant parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a pas de chômage des cadres, quoi. Pour l'instant.
Mais je pense qu'avec toutes les révolutions qu'on est en train d'annoncer, à force de vouloir réclamer l'intelligence plus, artificielle, ça va être le chômage des cadres. Pas du tout. Évidemment, non, les pas du Américains. tout. Non, mais pas du tout. Alors, je Mais peux pas finir, du tout. comme il lit pas la Attendez. presse américaine. Oui, Les Américains. mais pas anglais. Les Vous Américains. avez raison d'être venu, Emmanuel. Les Américains expliquent un truc qui est très simple, ils appellent ça la rich session, c'est-à-dire qu'ils disent que c'est la première fois qu'une révolution industrielle touche les classes moyennes et non pas les classes les plus défavorisées. On n'est plus dans les paysans, on n'est plus dans les ouvriers, on est aujourd'hui dans les cadres, dans les personnels de tertiaire, et donc on va avoir une révolution qui va toucher tous les gens dont on a parlé. Donc faut faire très attention à cette idée qu'on serait dans un déséquilibre permanent et un changement de rapport de force. On est dans un changement de rapport de force conjoncturel mais pas du tout structurel. Emmanuel. Alors ça change rien que ce soit le niveau de qualification qui soit touché, ça concerne moins de population. Et sur l'intelligence artificielle, au contraire, c'est exactement l'opposé qui va se passer. Qu'est-ce qui va nous rester avec l'intelligence artificielle? Elle va s'occuper de tout ce qui est technique, elle va s'occuper, et elle s'occupera pas de ce qui nous reste à nous et que l'intelligence artificielle ne nous prendra jamais, qui est l'humain. Béatrice, vous mettez un point à qui? À Marc, à Emmanuel? Emmanuel, hier, il y avait Josh Berchin qui disait justement on va distinguer demain les human skills des AI skills. Et je pense qu'il y a de l'espoir en fait. Toute la partie compétences humaines, que ce soit l'agilité, la capacité à travailler en équipe, la créativité, ce sont des compétences qui restent intrinsèquement humaines. Et ensuite, il y a tout un champ de nouveaux métiers. On commence à parler des prompt engineers, ceux qui vont demain pouvoir... Les dresseurs d'IA. Qui sont déjà sous pression parce que ChatGPT fait ses propres prompts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je demande à ChatGPT de faire le prompt qui permet d'avoir le prompt, c'est la commande qui permet d'avoir la meilleure réponse de ChatGPT. Il y a des plateformes aujourd'hui quasiment gratuites, dont une qui s'appelle PromptBase, où vous avez toutes les commandes que vous pouvez imaginer au monde pour avoir les meilleures réponses en intelligence artificielle. Cette idée qui est rassurante de se dire, oui, il y aura toujours la dimension humaine et la machine reste une machine, je pense malheureusement que ça a 10 ans de retard. J'ai de l'espoir. Ouais. Bon, vous êtes sûr? Il nous reste l'humour. Moi, je suis extrêmement drôle. Alors il y a une transition toute trouvée avec le prochain sujet qui est Lactalis qui bat Danone en termes de puissance. C'est pas évident la transition. Allez expliquer, Emmanuel Peigné. Parce que Expliquez-nous ça. pendant des années, Danone a expliqué que pour réussir, il fallait faire de la RSE, il fallait parler aux clients, il fallait parler à ses salaires, etc. Conclusion, celui qui fait du gros rouge qui tache, qui vend du fromage pasteurisé dans le monde entier, qui rachète des marques, une centaine de marques, Pauline, c'est lui qui gagne la guerre par rapport à l'entreprise entre guillemets RSE avec raison d'être. Ouais, c'est l'entreprise familiale, c'est Emmanuel Beignet dont vous parlez, le patron de Lactalis, qui est du coup le nouveau numéro 1 français de l'industrie agroalimentaire et le numéro 10 mondial. Il passe devant Danone, en effet, qui a publié 27,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, Lactalis dépasse les 28 milliards d'euros. Pour une petite précision, quand on caricature l'intelligence artificielle, chez Lactalis, il y a la robotique, c'est le pendant de l'intelligence artificielle dans l'industrie. La robotique, c'est une révolution majeure et c'est une révolution qui est totalement imbriquée avec... Oui, je mange de la mozza. Oui, non, c'est pas ça ma question. Merci Marc, elle était beaucoup mieux ma question. Galbani, non mais vous parlez d'Emmanuel Faber. Ouais. Vous avez dit il suffit pas de pleurer dans les conférences de presse pour faire du chiffre d'affaires. Voilà. C'est ce que vous avez dit pendant que Pauline parlait. Exactement, et je le répète. Non, mais Et donc ça explique le succès de Lactalis par rapport à Danone. Je pense que, et c'est la discussion qu'on a qui n'a rien à voir avec la discussion d'aujourd'hui, mais je le dis quand même, et c'est le seul point sur lequel on est d'accord avec Emmanuel, c'est la même discussion qu'on a sur les énergies fossiles versus l'électrique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être confronté à la réalité. On peut continuer à rêver, essayer de voir un monde meilleur. On peut essayer de le construire, mais dans la phase de transition, il faut fonctionner. Après, ils ont changé de patron. Ils ont changé de patron chez Danone. C'est plus Emmanuel Faber, c'est d'ailleurs pour ça que ça va un peu mieux. Béatrice Guerrara. Je trouve que c'est une formidable réussite française. Il faut quand même se rappeler que justement Emmanuel il est arrivé au tournant des années 2000 et qu'il a mené en start-up. On parlerait d'une stratégie un peu. Vous dites Beignet, on parle d'Emmanuel Beignet. Exactement, plus son acquisition. Et puis c'est un modèle entreprise familiale comme on aime. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Bravo. Une fois de plus, et qui en plus ne mérite pas complètement l'image implacable, froide, puisqu'en fait quand vous regardez les résultats, c'est intéressant. Il y a un chiffre d'affaires qui a beaucoup progressé, mais des marges qui ont baissé. Ça veut dire qu'ils ont absorbé quand même une partie de la hausse des coûts.